Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends? J'en redemande. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien, c'est les idées d'un autre monde. Et puis ne parlons plus de ça, va. Parce que tu sais, si ça te manquait vraiment, si tu pensais trop, tu pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un demi-verre. Un demi-verre. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse. Le tragique du pire, c'est le tragique des tragédiens. Prenez l'histoire d'Oedipe chez Sophocle. Il découvre qu'il a tué son père et épousé sa mère, reconnaissant qu'on n'aimerait pas être à sa place. Qu'est-ce qui peut lui arriver de pire? Le tragique du dérisoire, ça sera plutôt celui des modernes. Parfois au théâtre, par exemple chez Tchekhov ou Beckett. Vous prenez Oncle Vania de Tchekhov ou En attendant Godot de Beckett. Il n'y a pas d'horreur. Ils ne sont pas écrasés de malheur. Simplement, la vie leur paraît tellement pauvre en bonheur, tellement décevante, tellement dérisoire. Au fond, il ne s'y passe rien. On attend Godot et Godot ne vient pas. Que c'est un tragique en un second sens. Mais ce tragique du dérisoire, le tragique de la vanité de tout, on le trouve encore mieux dans les romans. Par exemple, la phrase la plus tragique, en ce sens, de toute la littérature française, alors pour mon goût, il y a une dimension subjective dans cette appréciation, mais pour mon goût, la phrase la plus tragique de toute la littérature française, c'est la toute dernière phrase de l'Éducation sentimentale de Flaubert, qui est pourtant une phrase plutôt légère, presque drôle. Alors, je vous raconte l'histoire pour ceux qui n'auraient pas l'éducation sentimentale tout à fait en tête. Ça se passe à la fin, à l'extrême fin du livre. Donc les deux héros ou anti-héros, parce qu'ils n'ont vraiment rien d'héroïque, ces deux-là. Frédéric Moreau, qui est le personnage principal, et puis son meilleur ami Charles Deslauriers, se sont perdus de vue. Ils ont une cinquantaine d'années. Ils se sont perdus de vue depuis plusieurs années, puis un jour, ils se retrouvent. Et ils dînent ensemble. Et comme font les vieux copains qui sont perdus de vue depuis des années, ils font en vitesse le bilan de leur vie. Échec à peu près total. Et puis surtout, ils se racontent des souvenirs de jeunesse. Et notamment, l'un de leurs premiers souvenirs, quand ils étaient adolescents, ils avaient 16 ou 17 ans, ils habitaient dans une petite ville de province. Et un jour, ils se disent, il y en a marre d'être puceaux, on va aller chez la Turque. La Turque, c'est le nom du bordel de la petite ville où ils habitaient à l'époque. Et nos deux adolescents prennent leurs plus beaux costumes, cueillent un bouquet de fleurs chacun et puis vont sonner un peu timidement à la porte du bordel. Et on leur ouvre. Et là, ils tombent devant un petit groupe de femmes, demi-nues, comme légitimement dans un bordel, qui, voyant ces adolescents endimanchés et intimidés, rigolent. Ça les amuse, ces braves femmes, si j'ose dire. Et nos deux adolescents, ayant le sentiment que ces femmes se moquent d'eux, sont pris de honte et s'enfuient en courant. Autrement dit, il ne s'est rien passé. Ils sont aussi puceaux après qu'avant. Voilà. Or, se racontant prolixement, comme dit Flaubert, ce souvenir d'adolescence, Charles Deslauriers dit à son ami Frédéric Moreau, à propos de cette histoire-là, « C'est là ce que nous avons eu de meilleur. » Il ne s'est rien passé. C'est là ce que nous avons eu de meilleur. Et Frédéric Moreau lui répond, et c'est la dernière phrase du livre, « Oui, c'est là ce que nous avons eu de meilleur. » Je ne connais pas de phrase plus tragique. Non pas, encore une fois, qu'ils aient beaucoup souffert, non, ils ont été un peu ridicules, mais enfin, à 16, 17 ans, sonner à la porte d'un bordel, j'imagine que c'est pas simple non plus.
Non, non, simplement pour qu'ils se disent à la cinquantaine venue. C'est là ce que nous avons eu de meilleur, ça veut dire que toute leur vie est un échec lamentable, non pas qu'ils aient été terriblement malheureux, ce n'est pas le cas, mais parce que leur vie est dérisoire. Eh bien voilà, autrement dit, mon idée, c'est qu'il y a deux types de tragique, parce qu'il y a deux types de pitié, mais au sens de l'adjectif pitoyable. On peut avoir pitié d'un excès de bonheur, tragique du pire, et on peut avoir pitié d'un défaut de bonheur, tragique du médiocre, tragique du dérisoire. Sauf que, bizarrement, dans les tragédies, et spécialement dans les tragédies antiques dont parle Aristote, le tragique culmine quand il n'y a plus rien à craindre. Parce que le malheur n'est plus devant nous, il est derrière nous. Il a déjà eu lieu. La crainte, au sens ordinaire du terme, c'est un rapport à l'avenir. Mais ce que Oedipe découvre, c'est qu'il a tué son père et épousé sa mère. Que voulez-vous qu'il craigne? Le pire a déjà eu lieu. Spinoza écrit « Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. » Et chacun comprend pourquoi. Si vous avez peur de tomber malade, vous espérez rester en bonne santé. Si vous espérez rester en bonne santé, vous avez peur de tomber malade. Le gamin qui prépare le bac, ou votre fils qui prépare, je sais pas quoi, sa licence de philo, ou son DUG de philo, il espère être reçu en juin. Et donc, il a peur d'être recalé. Et je le mets au défi d'espérer être reçu sans avoir peur d'être recalé. Ou bien il a peur d'être recalé, et donc il espère être reçu. Et je le mets au défi d'avoir peur d'être recalé sans espérer être reçu. Et donc, pendant des années, j'ai cité ça comme une évidence, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et c'est pourquoi j'ai forgé dans mes premiers livres ce que j'ai appelé une sagesse du désespoir, au sens du gai désespoir. Parce que je me disais, mais Spinoza, il a raison, bien sûr. Mais le sage, il se reconnaît à la sérénité. La sérénité, c'est l'absence de crainte. Et donc, s'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, si le sage ne craint rien, sérénité, c'est qu'il n'espère rien. Parce que dès que vous espérez quelque chose, vous avez peur que ce quelque chose ne se réalise pas. Et donc, vous n'êtes pas dans la sérénité.